Merci beaucoup, Denis, et très heureuse de présenter cette recherche qu'on a commencé avec Denis, pas particulièrement dans le cadre de Unmute, mais qu'on trouvait qu'il fonctionnait bien avec ce diptyque politisation, dépolitisation, muting, unmuting, appliqué à un objet de recherche qui nous intéresse tous les deux et qui sont donc ces questions migratoires et d'asile. Alors, le but de ce papier, c'est vraiment de partir de l'approche hotspot et d'essayer de retracer un petit peu comment on voit une forme de continuité jusqu'au nouveau pacte migration et asile qui a été adopté en 2024. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, peut-être parce que l'approche hotspot, tout le monde n'est pas nécessairement familier avec ce que c'est. Donc, l'approche hotspot, en fait, elle a été proposée par la Commission européenne en 2015 à la suite de l'intensification des flux migratoires à destination de l'Europe. Et elle se destine particulièrement aux pays, donc ce qu'on appelle les frontline member states, donc ceux vraiment qui sont aux frontières extérieures de l'Union européenne et qui ont été le plus exposés à ces flux. Et on voit donc il y a différents hotspots qui ont été créés en Italie et puis aussi en Grèce. Alors certains qui parlent plus que d'autres peut-être dans les noms, mais voilà, l'idée c'est d'avoir déjà ces formes de structure aux frontières extérieures de l'Union européenne. Ça, c'est un premier élément qui est important à comprendre. Et un deuxième élément qui est important à comprendre aussi, je ne vais pas trop rentrer en détail sur ce PowerPoint, mais l'idée des hotspots, en fait, c'est de mettre en place des formes de coordination entre les agences européennes compétentes. Donc, on trouve Frontex sur toutes les questions de contrôle des migrations. On a aussi Europol, qui est l'agence qui est compétente en matière de coopération policière. Et on a EASO, qui est devenue l'agence européenne pour l'asile et qui, elle, s'occupe donc des questions d'asile. Et en fait, le rôle de ces hotspots, c'est vraiment de mettre en place des formes de partenariat entre les autorités nationales, donc grecques et italiennes, et des agences européennes qui sont déployées en fait dans ces structures de hotspots et qui visent en fait à réguler les flux. Et on voit les agences, elles interviennent à différents moments. Par exemple, Frontex intervient sur tout ce qui est interception rescue, donc les opérations de sauvetage en mer. Il y a des opérations de filtrage ensuite, vraiment essayer de répartir les personnes dans la voie qui est considérée la plus appropriée. Est-ce que c'est la demande utile? Est-ce que cette personne va faire l'objet d'une procédure de retour? Donc voilà, le but des hotspots, c'est vraiment de trier, de filtrer les personnes. Et ça, je pense que c'est important à comprendre pour le reste de cette présentation. Donc, ce qu'on voit dans ces hotspots, et oui, j'ai oublié de préciser que le PowerPoint est en anglais, pardon. La présentation sera en français, mais le PowerPoint est en anglais. Ce qui est intéressant, c'est l'approche hotspot, c'est qu'on voit une forme d'agentification, donc l'expansion des pouvoirs des agences européennes, qui est à la fois déjurée, donc qui passe par un certain nombre de mécanismes législatifs, par des voies écrites, mais qui est surtout de facto, donc qui est le résultat en fait d'un certain nombre de pratiques qui sont mises en place, y compris hors de toute base légale. Et en fait, cette agencification, elle n'est pas tout à fait nouvelle en matière de migration et d'asile, mais on voit qu'elle atteint une intensité sans précédent à la suite de l'intensification des flux migratoires à destination de l'Europe, et puis qu'elle continue aussi, et ça va être l'objet de la partie de Denis, et qu'elle continue jusqu'en 2024. Et dans le pacte migration-asile, on a encore ce renforcement du pouvoir des agences européennes. Ce qui nous intéresse, c'est que cette agentification, donc on voit cette continuité. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir qu'elle a été l'objet en fait de processus de dépolitisation de la part de la Commission européenne, et je vais revenir sur ce que dépolitisation recouvre ici. Donc on a une extension de pouvoir des agences qui est dépolitisée par la Commission européenne, volontairement et activement dépolitisée, mais sans toujours réussir, puisqu'on a aussi des formes de repolitisation, de politisation backlash, mais qui ne changent pas en fait la stratégie mise en œuvre par la Commission européenne. Donc ça, c'est vraiment l'argument central de ce qu'on voudrait démontrer ici avec Denis. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques petits éléments sur notre cadre analytique. Alors, politisation, dépolitisation, c'est une littérature très vaste en sciences politiques. Donc, on a choisi une approche bien spécifique de la dépolitisation. Ici, la dépolitisation, c'est vraiment l'objet d'une stratégie. C'est un travail politique pour dépolitiser. C'est vraiment cette idée d'une dépolitisation active. C'est pas du tout subi. C'est pas un objet qui est neutre. C'est au contraire l'idée de reclaim the shadow, donc remettre dans l'ombre un certain nombre d'enjeux
pour faire en sorte qu'il soit moins discuté, moins polarisé, moins saillant, moins visible. Donc, c'est vraiment cette idée on transforme un objet qui peut être très politisé, mais on essaie de le dépolitiser. C'est cette idée d'un processus politique, et à partir du moment où on a cette idée d'un processus politique, ça veut aussi dire qu'il peut y avoir des processus de politisation, repolitisation. Voilà, c'est vraiment une dynamique. Et avec cette idée qu'on n'a jamais quelque chose qui est totalement dépolitisé, mais plutôt quelque chose qui est l'objet d'un processus de dépolitisation ou de politisation. Donc, ce diptyque politisation, dépolitisation, quand on les conçoit en stratégie, on a essayé de l'opérationnaliser. Et pour ça, on a pas mal mobilisé les travaux de Schimmelpfennig, mais aussi de Bressanelli, de ses co-auteurs, en essayant d'identifier 3 en fait, sous-stratégies de politisation, dépolitisation. La première, elle tient vraiment à la façon dont la politique va être présentée, dont elle va être labellisée. Dans le cas d'une stratégie de politisation, en fait, cette politique, elle va être présentée comme la réponse à un enjeu public très important. La stratégie de dépolitisation, ça supposera plutôt de présenter la politique comme en fait liée à un problème très spécifique auquel on apporte une réponse. Et là, c'est tout un travail de technicisation aussi qui est lié. La deuxième sous-stratégie de politisation-dépolitisation, elle tient à la communication. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans un cas, il va y avoir une communication publique qui passera plutôt par tout un registre beaucoup plus politique, alors que dans les stratégies de dépolitisation, elle sera plutôt menée à partir de termes techniques. Et enfin, la troisième sous-stratégie de politisation ou dépolitisation tient plutôt aux arènes, aux venues, dans lesquelles cette politique est produite. Est-ce qu'elle est produite dans un certain nombre d'arènes qui sont transparentes et qui sont ouvertes au public? Ou au contraire, est-ce que cette politique, elle est plutôt produite par le biais d'arènes qui soient plus fermées, ouais, merci, opaque, tout à fait, et où on a un nombre beaucoup plus limité d'acteurs qui interviennent et donc beaucoup moins aussi le grand public. Donc c'est vraiment ce jeu-là qu'on a essayé d'appliquer d'abord à l'approche hotspot et puis de voir dans quelle mesure elle est aussi poursuivie dans le cadre du pacte migration et asile. Donc, en appliquant en fait ces 3 catégories, ce qu'on voit, c'est que dans le cadre de l'approche hotspot, on a bien une crise des réfugiés en fait qui est dépolitisée. La Commission européenne, dans toutes ses communications, en fait, elle ne parle pas tellement du rôle des guerres civiles, elle ne parle pas tellement de tout un enjeu extrêmement politique qui pousse ces personnes à quitter leur pays, mais elle traite exclusivement de flux disproportionnés de migrants qui seraient liés aussi au fait que les États frontières, l'Italie, la Grèce, ne seraient pas en capacité de contrôler leurs frontières, et avec le rôle aussi des réseaux criminels de passeurs. Et là, on le voit très bien, par exemple, dans l'un des extraits de la commission de 2015, on parle de specific and disproportionate migratory pressures, on ne parle pas du tout des personnes migrantes en soi, donc c'est vraiment désincarné, en fait, ces flux migratoires. Et puis, c'est l'idée qu'on va apporter un soutien qui soit global, qui soit précis aux États, voilà. Donc, on a un problème, en fait, qui est extrêmement politique, mais qui est ramené à des considérations extrêmement techniques, dépersonnalisées de la sorte. La deuxième sous-stratégie, elle tient vraiment à la façon dont l'agencification, donc l'extension des pouvoirs des agences européennes, est décrite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les communications de la Commission européenne, en fait, ces agences européennes ont des pouvoirs de plus en plus importants qui soulèvent des interrogations profondes en termes de respect des bases légales même de ces agences. Et pour autant, les communications de la Commission européenne mettent principalement l'accent sur l'expertise de ces agences, sur l'aspect très managérial de leurs activités. Donc, il s'agit de procéder à des contrôles, il s'agit d'apporter un soutien qui soit technique, un soutien opérationnel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que même si dans la pratique, il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que ces agences européennes, parfois, elles prennent le dessus et elles ont des pouvoirs discrétionnaires qu'elles ne devraient pas avoir sur le terrain,
Eh bien, la communication de la Commission revient à vraiment dire que ce sont les États membres qui restent dans des situations de contrôle, que les agences européennes ne viennent qu'appuyer justement les autorités nationales. Donc voilà, on retrouve tous ces extraits là encore une fois. Et l'idée que en fait, c'est bien permis par les bases légales de Frontex et de EASO, donc l'Agence européenne pour l'asile, même si dans la réalité, le fonctionnement montre bien qu'elles ont des pouvoirs discrétionnaires qu'elles ne sont pas autorisées à avoir. Et la troisième sous-stratégie, elle tient plutôt aux arènes donc par lesquelles cette politique a lieu et produite. Et alors là, il y a différentes choses. Il y a premièrement, en fait, dans une période assez courte, les bases légales de ces agences qui sont révisées, qui sont amendées, mais en fait, elles viennent juste formaliser ce qui se passe sur le terrain. Donc, on vient mettre en noir sur blanc ce qui est déjà en train de se passer, en fait, de facto, et on retrouve là dans les bases légales tout ce registre linguistique assez vague, assez technique, assez technocratique. Donc, il y a encore une fois question d'assistance, de soutien, mais sans vraiment évoquer le rôle concret que ces agences ont sur le terrain. Et puis, c'est aussi une agentification qui a lieu par un certain nombre de textes qui sont non législatifs. Et peut-être que l'accord entre la Turquie et l'Union européenne, vous en avez déjà entendu parler, donc cet accord de 2016, qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie pour aussi viser à limiter le nombre de personnes qui arrivaient dans l'Union européenne en leur renvoyant un certain nombre en Turquie. Et cet accord, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout approuvé par le Parlement européen. Ce n'est pas un accord international à proprement parler. Donc, ça exclut un certain nombre d'acteurs. Et pour autant, ça a un impact très concret sur le fonctionnement des agences européennes, en particulier sur le fonctionnement de l'agence EASO, qui, du fait des procédures accélérées qui se déroulent dans les hotspots, se retrouve en fait à assumer ce rôle de contrôle, de pouvoir discrétionnaire, encore une fois, qu'elle ne devrait pas avoir, du fait du manque de ressources en fait des autorités grecques en particulier dans les hotspots. Donc, on voit là bien les trois phases de la stratégie de dépolitisation de la Commission européenne. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail de dépolitisation, il n'a pas pleinement réussi et il a notamment suscité aussi un certain nombre d'oppositions, de remobilisation d'acteurs, donc de repolitisation. C'est le cas du Parlement européen qui, donc, par exemple, dans le cas de l'accord avec la Turquie, a été clairement exclu de la conclusion de cet accord et qui, là, par un certain nombre de voies, de mécanismes, de canaux, essaye aussi de retrouver une certaine influence, par exemple, par le biais de rapports, par le biais de visites. C'est aussi le cas d'un certain nombre d'ONG qui essayent aussi d'intervenir. Alors, la place des ONG, elle est un peu particulière parce que, premièrement, elle devait être associée aux hotspots. Finalement, un certain nombre d'ONG elles-mêmes quittent le fonctionnement des hotspots par opposition en fait au fonctionnement des hotspots et certaines vont même jusqu'à se saisir de la voie légale puisque il y a eu même une plainte qui a été déposée auprès du médiateur européen concernant les activités justement de ASO dans les hotspots grecs depuis l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie. Donc une forme de repolitisation et puis une agentification qui a beau avoir été présentée comme très neutre, comme la seule alternative possible, finalement la seule réponse possible à cette intensification des flux migratoires, mais en fait qui suscite des débats. Donc même si tout le travail de communication de la Commission vise justement à dire que c'est la seule solution possible, que c'est une solution qui est technique, qui pose aucun souci, en fait c'est une agentification qui provoque un certain nombre de positions, alors aux deux extrémités du spectre. D'abord sur toutes les questions de droits fondamentaux, donc ça c'est lié par exemple aux mobilisations des ONG et du Parlement européen qui se saisissent de ces questions plutôt au prisme des droits fondamentaux, mais aussi de l'autre côté du spectre, avec un certain nombre d'interrogations quant à la délégation de pouvoir aussi à l'Union européenne que représente cette intensification. Donc là, on retrouve plutôt des voix des partis politiques de droite et d'extrême droite qui s'opposent à l'agentification à partir de ces questions de souveraineté et aussi qui dénoncent un certain nombre d'attitudes pro-migrantes de Frontex qui n'est considéré comme pas assez répressif en l'occurrence. Donc voilà, un jeu
Là, on trouvait qu'on voyait bien le jeu de muting, unmuting autour de cette politisation, dépolitisation et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et je laisse Denis parler. Voilà, donc c'est ici que je prends le relais en effet. Donc on a un papier qui n'est pas sur le temps long, loin de là, mais qui couvre quand même une période qui est une période de 10 ans, puisqu'on commence avec le hotspot, dont on va voir en fait qu'il est une sorte de galop d'essai de processus expérimental qui aboutit à quelque chose qui, quelques années plus tard, se trouve complètement ancré dans un texte qui est le pacte, ou les textes qui composent le pacte sur la migration et l'asile. Et donc, ce qui suscite d'une certaine façon cette perspective croisée, hotspot, pacte sur la migration et l'asile, en fait, c'est une observation qui est qu'en dépit de ce que vient de souligner Agathe, c'est-à-dire le backlash de la politisation, le retour du politique au moment de la mise en œuvre des hotspots, on voit qu'en dépit de ce backlash, en fait, c'est exactement les mêmes logiques de dépolitisation qui sont au cœur du pacte sur la migration et l'asile. La Commission européenne, en fait, développe exactement les mêmes stratégies. Elle dépolitise. Alors, évidemment, on parle ici d'un ensemble de textes qui ne sont pas formellement mis en œuvre, puisqu'ils sont adoptés. Ils ont été publiés au journal officiel. Donc, tout ça date de mai 2024. Ça a exactement 1 an. Mais la mise en œuvre, l'entrée en vigueur est programmée d'ici 1 an pour l'été 2026. Donc, je me base pour ma part pas tellement sur l'expérience concrète des hotspots comme a pu le faire Agathe, mais plutôt sur le contenu des textes et ce qu'ils nous disent de ce retour d'expérience sur les hotspots. Ce retour d'expérience, on nous dit quoi? Il nous dit qu'on est toujours dans une logique d'évitement du conflit, de dépolitisation. On parle aussi ici agencification by stealth, ça veut dire en sous-marin, en cachette, d'une certaine façon. Et on peut dire que il n'y a pas forcément une tension entre la politisation qui a été signalée par Agathe à la fin de sa présentation et ce que moi je souligne ici. On pourrait dire peut-être même que c'est en raison de cette repolitisation que l'on réactive un mécanisme de dépolitisation. Je m'explique. Quand le pacte est présenté en 2020, septembre 2020, il est accompagné, comme classiquement le sont les trains législatifs européens, par une communication de la Commission. Cette communication de la Commission, c'est une simple communication. Compte tenu de l'ampleur du pacte, on aurait pu attendre, ce qui est prévu par l'article 68 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un programme stratégique pluriannuel, comme on a eu le programme de Tampere, comme on a eu le programme de Stockholm, etc. C'est pas ça. Donc on a tout de suite une autre perspective qui est beaucoup plus modeste, qui a été à l'époque interprétée par Philippe de Broeker comme étant une stratégie tout à fait volontaire, en fait, de ne pas réactiver les conflits entre les États membres, de ne pas remettre publiquement sur la table certaines questions trop vite pour éviter que ne ressurgissent, ne rejaillissent rapidement les conflits. Quand on examine l'ensemble des textes, donc les 10 textes qui composent le pacte, 9 règlements, 1 directive, on retrouve cette idée de la dépolitisation, de la technocratisation de la gestion de la migration et de l'asile, et surtout, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est-à-dire le renforcement des pouvoirs de fait et de droit des agences européennes. Alors, je reprends exactement la même structure, hein. Alors c'est peut-être répétitif, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment quasiment un copier-coller de ce qui s'était fait précédemment, avec l'idée d'une part d'une agencification qui serait liée au fait qu'on est dans un domaine de politique publique qui serait essentiellement problem-driven. Donc ici, il y a des problèmes auxquels il faut apporter des solutions et les agences sont réputées être une partie de la solution à apporter à ces problèmes. Et donc là, évidemment, puisqu'on ne peut pas se baser sur la mise en œuvre, je vous mets quelques exemples de la manière dont les textes rendent compte de ces phénomènes. Donc, d'une part, 2 citations issues de la communication de la Commission de septembre 2020, donc celle qui accompagnait la proposition de pacte. Première phrase qui nous dit que la migration has been a constant feature of human history with a profound impact on European society, its economy and its culture, et puis surtout, with a well-managed system, migration can contribute to growth, innovation and social dynamism. Donc, on est vraiment dans cette idée technocratique de il y a un problème, il faut apporter une solution. On le retrouve plus loin, je ne vais pas tout lire, mais l'idée de procédures qui sont faster, seamless, qui s'appuient sur les nouvelles technologies, des systèmes informatiques. C'est vraiment typiquement ce qu'on trouve dans cette communication. Et 4 ans plus tard, on retrouve en réalité exactement la même chose. Donc ici, c'est le plan de mise en œuvre du pacte
Donc lui, il est adopté en juin. Le pacte, rappelez-vous, les textes législatifs sont adoptés en mai. Un mois plus tard, la Commission propose un plan pour la mise en œuvre et on retrouve exactement la même chose. Je ne vais pas tout lire, mais on a mis en gras les mots-clés. Effective management, fast and efficient procedure, two-track approach, targeted operational response. Tout est dans ce wording très particulier de la Commission européenne qui, en fait, est un style de discours que ceux qui travaillent sur l'Union européenne connaissent. C'est le vocable de la Commission européenne qui parle de cela, mais elle va parler exactement de la même chose s'il s'agit de politique industrielle, de normes et standards dans n'importe quel domaine, ou ici, quand même, on n'est pas dans ces domaines-là, on parle de personnes, et on parle de personnes vulnérables qui sont, comme le disait Agathe, totalement absentes. Donc dans les textes, disparaît complètement la figure du migrant ou du demandeur d'asile, disparaît complètement la figure de la personne en situation de précarité ou de vulnérabilité, qui est totalement étouffée, muted, par la manière dont on présente les choses. Je pousserais presque un tout petit peu plus loin en disant qu'on a presque l'impression, dans la manière dont c'est présenté, qu'on a une forme, pour parler en mauvais franglais, de commodification du migrant. C'est juste une marchandise dont il faut assurer la mobilité, la répartition, la gestion, le tri, on verra, on va parler un petit peu plus tard. Absent également de ce texte, tout ce qui est lié aux causes des mobilités. Les grands déséquilibres nord-sud, la question des disparités économiques, la question de la guerre, les conflits, la géopolitique, complètement évacués de nouveau. On ne se pose pas la question pourquoi ces gens viennent-ils. La seule question qu'on se pose, c'est comment va-t-on gérer ces gens de la manière la plus efficace possible. Ce n'est pas une question d'humanité, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'efficacité des procédures de gestion. On est dans un champ lexical qui est celui du managérialisme, on va dire. Si on a un problème auquel il faut répondre, on va lui donner des solutions qui sont des solutions essentiellement techniques. Et donc là, il y a une sorte de minimisation narrative, discursive de la situation à laquelle on est confronté. Alors, je ne vais pas tout lire de nouveau, mais cette citation, je la trouve vraiment impressionnante, tant elle concentre beaucoup de choses. Donc ici, on est dans le texte qui est le texte lié à la nouvelle procédure d'asile, sauf erreur de ma part, donc le règlement 1348 qui remplace la directive de 2013 qui est la directive procédure, et dans lequel on parle spécifiquement du rôle de l'Agence européenne pour l'asile, avec des termes comme operational and technical assistance, providing experts, updated information and analysis, guidance, operational standards, indicators, guidelines, best practices, and so on and so forth. C'est exactement tout le temps la même chose. Même lorsqu'on parle d'enjeux qui sont particulièrement sensibles du point de vue des droits fondamentaux, je parle ici de la question de la détention et de l'expulsion des migrants en séjour irrégulier ou qui sont déboutés de l'asile, on se retrouve dans une situation où on parle essentiellement pour l'agence, non pas tellement de se préoccuper de la protection des droits fondamentaux, même si c'est dit, hein, y a des paragraphes là-dessus, mais qui passent un petit peu facilement et ne semblent pas très forts en termes de portée, mais on parle de nouveau de la nécessité de développer des lignes directrices, to assess any gaps identified in operational steps required. Voilà, on est dans quelque chose de nouveau qui est très technique. Pourtant, ce dont on parle n'est pas du tout technique, neutre politiquement. Lorsqu'on parle, par exemple, de développer des évaluations et des analyses de la situation dans les pays d'origine ou les pays tiers, en fait, il y a derrière, c'est le concept et l'opérationnalisation du concept de pays tiers sûr. Alors, de pays sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un pays sûr, c'est un pays dans lequel on suppose que soit les personnes ne sont pas menacées, soit elles ont accès à des mécanismes pour protéger leurs droits fondamentaux. Ça se décline entre pays d'origine sûre, le pays d'où vous venez ne présente pas de risque, donc a priori votre demande d'asile n'est pas fondée. Pays tiers sûr, vous êtes passé par un pays qui pourrait assurer votre protection, et donc on va vous renvoyer dans ce pays, ou pays sûr de premier asile, ça veut dire que vous avez déjà demandé l'asile, ou auriez pu demander l'asile dans un autre pays qu'un pays de l'Union européenne. Et là, l'agence joue un rôle important en établissant des rapports sur la situation dans chaque pays, pour dire ensuite si potentiellement c'est un pays sûr ou pas un pays sûr. Donc on voit que ce que fait l'agence a une portée qui va bien au-delà simplement du conseil, de l'assistance, pour en fait donner un certain nombre d'éléments qui vont avoir des effets
sur l'orientation des personnes vers des procédures d'asile normales ou vers des procédures d'asile accélérées, voire, dans certains cas, tout simplement un refus et un retour immédiat à la frontière. Donc, c'est l'enjeu des droits fondamentaux, ici, avec des questions aussi importantes que la problématique de la détention arbitraire, je vais en parler juste après, ou le risque de voir des personnes soumises au traitement inhumain et dégradant, ce qui est évidemment une question tout à fait d'actualité si vous suivez cette dite actualité. Troisième élément, cette idée, je vais aller un peu plus vite, d'être aussi, de faire en sorte d'essayer de confiner les questions d'asile et de migration à des enceintes, à des organes, à des forums qui, autant que possible, sont étanches à la lumière, qui se font discrets, en tout cas pour tout ce qui concerne les possibilités de supervision, de contrôle par des organes soit extérieurs comme les ONG, soit par des institutions de l'Union comme par exemple le Parlement européen ou les parlements nationaux. Voilà, donc ce genre de choses se reproduit complètement dans le pacte. C'est pas nouveau. Ça avait déjà été identifié dans le cadre de la gestion de la crise des réfugiés / migrants de 2015, avec l'apparition d'un certain nombre de structures interagences qui vont être des laboratoires, c'est ce qu'expliquait Agathe aussi, où on va mettre en œuvre un certain nombre de pratiques qui se font très largement en dehors de toute base légale, et ensuite on sanctionne ex post ces pratiques. C'est ce que Zhang appelle learning by doing, ou aussi une approche expérimentaliste de la politique publique dans lesquelles on développe des pratiques qui n'ont pas de base légale, et ensuite, j'allais dire, si elles fonctionnent, on les sanctionne par le droit, mais on va voir pour le coup que même lorsqu'elles ne fonctionnent pas, on les sanctionne après coup par le droit. Un exemple, par exemple, dans le pacte, c'est le nouveau Technical Level EU Solidarity Forum, qui est en fait un forum, donc le nom en lui-même, Technical Level Solidarity Forum, on a presque l'impression d'un oxymore, mais c'est la structure qui va être en charge de gérer le pool solidarité. Ça veut dire que vous le savez peut-être, dans le pacte, il y a un mécanisme dit de solidarité obligatoire, qui n'est pas un système de répartition obligatoire des demandeurs d'asile dans l'Union européenne, mais une possibilité qui est laissée à certains États, par exemple, de remplacer l'accueil de personnes par de l'argent. Voilà, donc ce fonds va être constitué, ces outils vont être constitués, il faut les gérer, et les agences européennes vont être amenées à jouer un rôle, que ce soit l'Agence pour l'asile, mais aussi Frontex principalement, vont être amenées à jouer un rôle dans tout cela. Le fait d'être confronté à ces lieux fermés, évidemment, pose, comme je le disais, les questions d'accountability, la reddition des comptes, comme on dit plutôt en français, tant à l'égard d'organes politiques parlementaires qu'à l'égard d'ONG. Alors, on va un petit focus, et je ne vais pas être trop long, mais quand même prendre quelques minutes pour vous montrer concrètement. Dans le papier, PowerPoint est en anglais parce que le papier est en anglais, on a fait le choix d'évoquer plus en détail la nouvelle procédure de filtrage à la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc, un des textes compose le pacte est un texte consacré à cette procédure de filtrage, screening en anglais. Et ça nous intéresse pourquoi? Parce qu'en fait, c'est véritablement la reproduction dans le pacte de l'expérience assez peu convaincante en réalité des hotspots. Donc on va simplement transformer un mécanisme d'urgence qui a été élaboré sur proposition de la Commission en 2015 pour faire face à des arrivées nombreuses de personnes migrantes, qui va déboucher sur des situations très problématiques, en particulier en Grèce. Vous avez peut-être tous en tête l'épisode du camp de Moria, l'incendie. Enfin, on est dans des situations qui sont, d'un point de vue humanitaire, tout à fait dramatiques, qui ont entraîné la condamnation des pays dans lesquels se trouvent les hotspots pour différentes raisons, notamment liées aux conditions, puis principalement liées aux conditions d'accueil. Néanmoins, en dépit de cet échec, on voit le même mécanisme réapparaître dans le pacte. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que tous les États membres de l'Union européenne rapprochent ou organisent autant que possible la façon dont on traite les personnes qui se présentent aux frontières extérieures de l'Union européenne sans disposer des titres d'accès à ce territoire, donc au territoire d'un État membre de l'Union européenne. L'idée, c'est d'opérer un tri rapide entre les personnes. Quand je dis rapide, il s'agit ici d'un tri en 7 jours, qui permet en 7 jours de savoir si la personne doit être orientée vers une procédure d'asile normale, qu'elle va être autorisée à entrer sur le territoire, pouvoir demander demander l'asile dans la procédure classique, soit l'orienter vers une procédure d'asile à la frontière, où tout compris, recours compris, tout sera traité en 12 semaines, voire
une procédure de retour à la frontière. Là, très rapidement, si la personne va être sur base d'un examen rapide, c'est un des enjeux très technocratiques, on va traiter les dossiers de manière très technocratique, se voir directement débouté d'une certaine façon, ou en tout cas refuser la possibilité d'introduire une vraie demande d'asile. Je simplifie un peu, mais c'est l'idée. Alors, à qui s'applique cette procédure? Elle s'applique à tous les... Donc, TCN, c'est Third Country National, donc les ressortissants de pays tiers, qui sont soit interceptés à la frontière lors d'une tentative de passage non autorisée de celle-ci, on parle de la frontière extérieure, des personnes qui sont débarquées à l'occasion d'opérations Search and Rescue en mer, donc en Méditerranée par exemple, principalement. C'est aussi les personnes qui demandent l'asile à la frontière ou au point de passage frontalier, ça peut être un aéroport, ça peut être un port international, etc. Après détention, on a rajouté dans le texte quelque chose qui avait été présent au départ, retiré à la demande du Parlement et qui était revenu, qui est le fait d'appliquer la procédure de filtrage aux personnes qui sont en séjour irrégulier dans un État membre de l'Union européenne, s'il est démontré ou on peut considérer raisonnablement que ces personnes sont rentrées irrégulièrement dans l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la majorité des migrants irréguliers qui ne sont pas rentrés irrégulièrement dans l'Union européenne, qui sont par exemple des overstayers, qui sont restés au-delà de la durée de validité de leur visa. Donc, voilà. Pour ces personnes-là, la procédure est encore plus rapide, 3 jours. Des gens qui seront peut-être depuis des mois, voire des années sur les terres de l'Union européenne, verront leur sort tranché en 3 jours. Ça, évidemment, ça pose de nouveau beaucoup de questions. On pourra y revenir dans la suite de la discussion. Alors, en quoi ça consiste? C'est une série de contrôles. Je ne vais pas détailler, mais on pourra en parler. C'est des contrôles qui sont liés à l'identification des personnes, notamment prise de données biométriques, empreintes digitales, encodage dans Eurodac, la base de données pour la ville. C'est leur identification, mais aussi des contrôles de santé. On voit que le texte a été négocié dans une ère Covid ou post-Covid. Donc, il y a cet aspect-là, contrôle de santé, des contrôles de sécurité. On va faire des checks dans les bases de données de sécurité sur lesquelles je ne reviens pas ici, mais qui sont nombreuses et qui sont désormais interopérantes à l'échelon européen, mais aussi, quand même, heureusement, des contrôles de vulnérabilité pour détecter éventuellement les mineurs non accompagnés ou les personnes qui pourraient être victimes du trafic d'êtres humains. Ce sera un contrôle qui sera réalisé dans des structures de type hotspot, au plus près de la frontière, nous dit le texte, avec aussi l'idée que les États doivent mettre en place les moyens qui permettent d'éviter que les personnes ne se soustraient au contrôle. Ce qui veut dire, si l'on reprend l'expérience des hotspots, que très certainement tout cela va se transformer automatiquement en centres fermés, dans lesquels, nous dit-on, on ne va rester que 3 ou 7 jours, mais de nouveau, l'expérience des hotspots nous permet de dire que ça va être beaucoup plus long et que donc ça va être une forme de détention généralisée plus que probablement. Dans ces centres, les autorités nationales, nous dit le texte encore, peuvent être assistés ou soutenus par des experts ou des officiers de liaison des agences européennes, principalement Frontex et l'Agence pour l'asile. Mais là, on peut vraiment se poser la question, c'est assez peu crédible. Il est plus que probable que les agents de ces différentes agences européennes vont être impliqués dans un travail quotidien, notamment dans les entretiens avec les demandeurs d'asile, et que donc, même si ce n'est pas eux qui vont prendre des décisions, le rapport qu'ils vont produire, le rapport de filtrage, va en réalité avoir un impact important sur les décisions qui seront prises derrière. C'est aussi les agences qui vont jouer un rôle dans cette question, j'ai dit, de l'accélération des procédures par l'identification de pays d'origine sûrs ou de pays tiers sûrs, même si c'est un processus politique. Enfin, de nouveau, je vais un petit peu vite là-dessus, mais voilà, on peut, sur base de l'expérience des hotspots, tout à fait considérer que les choses ne vont pas exactement se passer comme c'est décrit dans les textes et que nos agences européennes vont faire beaucoup plus en réalité que ce que ne semble leur confier le texte comme mission. Donc, comme conclusion, on le voit, il y a un processus intéressant juridiquement, ce serait intéressant de vous parler avec nos juristes, nos collègues juristes, sur est-ce que c'est quelque chose qu'on observe régulièrement. C'est une pratique qui ensuite est formalisée par le droit, formalisée par ailleurs, parce qu'il y a une part consciente et volontaire d'informalisation qui reste. Donc ça, des gens ici travaillent sur l'informalisation ou la non-formalisation. Et donc ici, clairement, le pacte, c'est ça. Il y a une expérience, celle des hotspots, qui est transformée en une série de règlements, mais aussi des pratiques qui ne sont toujours pas dites
concernant notamment le rôle des agences, dont on peut supposer qu'il ira bien au-delà des missions qui sont confiées par le texte. Cette agencification, elle présente toujours la question de la migration et de l'asile comme un problème technique auquel on doit donner des solutions techniques. Ça produit les mêmes effets, ça veut dire que ça renforce les compétences des agences, Frontex, l'Agence pour l'asile, mais aussi Europol, que ça confine un certain nombre d'enjeux à des arènes qui sont opaques, qui sont peu transparentes, en tout cas difficiles à contrôler, et que tout cela s'opère en dépit même du retour de la politisation. On a presque l'impression que, paradoxalement, plus c'est politique, plus on tente de dépolitiser, et on pourra revenir sur ce que veut dire dépolitisation, mais en tout cas, plus c'est contentieux, plus on essaye de, certains diront positivement, de désamorcer en dépolitisant, d'autres en disant d'autres manières qu'on essaye peut-être de cacher, de mettre dans l'ombre les choses qui fâchent ou qu'on ne souhaite pas faire de manière trop visible, d'où l'idée de reclaiming the shadow, c'est vraiment ça, faire les choses dans l'ombre autant que possible. Je m'arrête ici, si ce n'est le dernier point qui n'est pas le plus réjouissant, qui consiste à dire que sur base de l'expérience antérieure, et notamment celle des hotspots, il y a fort à parier que la mise en œuvre du pacte débouche sur des pratiques assez comparables, et ces pratiques se sont révélées en réalité très peu favorables aux droits du migrant et à la promotion des droits du migrant. Donc c'est en cela que c'est un papier, nous semble-t-il, qui fait écho à la thématique muting and muting. Le pacte aurait pu être le moment de donner la voix, de mettre en avant, de visibiliser un certain nombre d'acteurs, alors qu'au contraire, ce qu'on visibilise, c'est des agences, c'est des organes, c'est des agents, et pas du tout les personnes qui passent, on va dire, entre les mains de ces personnes. Voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre attention.